Bonjour tout le monde, merci d'être là pour ce nouvel échange de notre série intitulée Penser le monde après-demain, donc un partenariat entre les ateliers de la pensée du Festival d'Avignon, la Revue du Crieur et Mediapart. Alors vous savez que c'est des grosses machines pour que vous ayez ça dans les petits programmes du Festival d'Avignon. Tout doit être décidé, les thématiques, les invités à peu près au mois de mars. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le thème de ce matin, c'est-à-dire le travail, on est toujours dans l'actualité. Puisque le quinquennat Hollande avait fini de se désintégrer avec la loi portée par Myriam El Khomri et que aujourd'hui même, pendant que nous on va échanger à l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale va débattre à son tour, enfin débattre, on ne sait pas parce que c'est quelque chose d'assez homogène, mais enfin en tout cas un peu, de la manière dont nous travaillerons demain ou après-demain. Et c'est donc à cette question qu'on va s'intéresser parce que les mutations du travail sont telles aujourd'hui que certains y voient un retour plutôt un siècle en arrière, tandis que d'autres jugent que nous serions à l'aube d'une ère faite d'autonomie heureuse, de flexi-sécurité joyeuse et d'Uber réussite, pour prendre un slogan qui avait fleuri sur les murs de nos villes il y a quelque temps. Donc les questions qu'on va se poser, c'est de savoir si le travail sera toujours plus instable, au point que la précarité devienne une composante naturelle du travail. Je vous rappelle cette phrase que j'adore de Laurence Parisot, qui était à l'époque patronne du MEDEF, « La vie est précaire, l'amour est précaire, pourquoi le travail ne le serait-il pas ?» Peut-on donc à partir de là réinventer un monde post-salariat heureux, et quels sont les facteurs qui transforment, déstabilisent, restructurent le travail aujourd'hui et donc les acteurs qui façonnent ce que sera le travail demain? Ce sont autant de questions dont on va discuter pendant un échange qui durera 50 minutes, 1 heure, et puis ensuite on ouvrira le cercle de la discussion avec Dominique Méda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine et philosophie, et titulaire de la chaire reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale au Collège d'études mondiales. C'est quoi le Collège d'études mondiales? C'est une instance qui essaye de suivre l'idée qu'il faut penser global. C'est abrité par la fondation de la Maison des sciences de l'homme et animé par Michel Viviorca. Alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages qui pourront concerner la discussion de ce matin. Le travail, une valeur en voie de disparition, c'est chez Jean-Flammarion. La mystique de la croissance, comment s'en libérer, c'était aussi chez Flammarion. Et plus récemment, travailler au XXIe siècle, donc nous on va se projeter vers la fin du XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance, c'est chez Robert Laffont. Je précise aussi que vous étiez quand même l'une des membres du groupe d'intellectuels et de chercheurs qui entourait Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle. Bon, on peut dire qu'il a fait un score assez piteux au présidentiel. Est-ce que ça veut dire que la question, alors que c'était le seul candidat qui réfléchissait à ce que pourrait être le travail après-demain, est-ce que ça veut dire que c'est pas très simple de penser à l'avenir du travail ou que c'est pas du tout porteur politiquement? Je crois qu'il a mis vraiment les bonnes et grandes questions dans le débat public. Après, bien qu'étant proche de lui, en effet, j'étais pas totalement en accord avec lui sur la manière dont il a porté ces grandes questions. Voilà, il les a mises dans le débat public, mais je pense qu'après, il nous reste aujourd'hui à les traiter de manière peut-être un peu plus précise, un peu plus nuancée. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ce matin. Donc pour ceux qui ne sont pas venus encore à ces rencontres, je précise que voilà, l'idée c'était un peu de dire que le présent est pas très réjouissant, que l'avenir, le lendemain peut être un peu inquiétant, et que donc en se projetant après-demain, on peut peut-être se sortir de ces temporalités ensablées et dessiner d'autres scénarios, qu'ils soient utopiques ou dystopiques, et que donc la bonne méthode, c'est celle des scénarios. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la futurologie, ça veut dire qu'il y a plusieurs... on peut envisager l'avenir de manière différente, et vous en avez repéré 3 principaux de ces scénarios. Absolument. Alors peut-être avant, d'abord merci beaucoup Joseph Confavreux de m'accueillir ici. Merci à tous également d'être là pour cette discussion. Avant de rentrer dans les 3 scénarios, j'avais envie peut-être de faire 3 remarques préliminaires pour un peu cadrer le... Du moment qu'il y a 3 trucs, ça va, parce que moi, c'est aussi, je raisonne en 3, mais c'est ça, voilà. Pour cadrer le débat et la réflexion. Alors 3 petits rappels. Premièrement, l'idée qu'on ait des sociétés fondées sur le travail, c'est-à-dire que le travail structure nos relations sociales, est le pivot en quelque sorte de nos identités et des statuts et des rapports sociaux. Ça, c'est la toute première chose. Deuxième chose,
et qui n'en a pas évidemment été toujours ainsi. Hein. Il y a eu le fameux basculement du 19e siècle, avec ce moment très, très particulier, hein, marqué notamment par Marx, le jeune Marx, une citation que j'adore et qui dit tout de notre rapport au travail aujourd'hui. Marx dit « Supposons que nous produisions comme des êtres humains, et pas comme des bêtes, alors nos productions seraient comme autant de miroirs tournés l'un vers l'autre. C'est-à-dire que mon travail, c'est en fait la production d'une œuvre et que cette œuvre doit permettre de montrer à l'autre qui je suis, hein, ma singularité, mon individualité. Ça, c'est le grand fantasme, je dirais, du 19e siècle et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire on y est arrivé. Et je crois qu'on peut dire, c'est ma deuxième remarque préliminaire, que nous sommes dans une société, notamment dans les sociétés occidentales, et plus encore peut-être en France qu'ailleurs, où la norme du travail épanouissement est extrêmement répandue. On a tous envie, certes que le travail nous permette de vivre, hein, mais on a tous envie de pouvoir s'exprimer et dire qui on est dans notre travail. Et le troisième point, et c'est ça qui va m'aider à penser les scénarios, le troisième point, c'est que ces attentes très fortes qui sont posées sur le travail, et qui sont d'ailleurs plus fortes encore en France qu'ailleurs, hein. En France, vraiment, le nombre de personnes qui disent que le travail est très important et structure leur identité est extrêmement fort. Eh bien, ces attentes très intenses qui se portent sur le travail, elles sont, peut-être en France plus qu'ailleurs, non satisfaites, je dirais. Non satisfaites du fait de la double crise de l'emploi et du travail. La crise de l'emploi, c'est simple, hein, c'est le très fort taux de chômage que nous connaissons. Mais la crise du travail, dont on parle beaucoup moins, c'est la très grande médiocrité des conditions d'exercice du travail au quotidien, dont les enquêtes dont on dispose témoignent largement. Et donc, en vous présentant les trois scénarios, j'ai envie de voir dans quelle mesure ils sont susceptibles de répondre à cette double crise de l'emploi et du travail. Alors, je vous les présente très rapidement. Trois remarques, trois scénarios, et après je poserai trois questions. D'accord. Alors, bon, c'est quoi ces scénarios? C'est une manière pratique de vous présenter les choses. C'est des petites configurations. Ça ne veut pas dire qu'arrivera un scénario plutôt que l'autre. Peut-être qu'ils arriveront tous les trois ensemble. Mais voilà, pour la facilité de la présentation, j'ai eu envie d'en présenter trois. Le premier, c'est celui dans lequel on est un petit peu engagé aujourd'hui. Je l'ai appelé le scénario du démantèlement du droit du travail. Hein, c'est... je dirais une configuration idéologique selon laquelle ce qui empêche la création d'emplois, ce sont les règles qui constituent le droit du travail, et notamment les règles qui organisent l'embauche, par exemple l'embauche en CDD ou en intérim, et la rupture du contrat de travail. Alors, cet ensemble idéologique-là, il vient d'assez loin, hein, il vient en gros il a été porté par l'OCDE à la fin des années 80, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une organisation internationale qui a 35 membres, les plus riches du monde, on va dire, et qui fait des recommandations aux pays et qui essaye d'impulser des politiques. Hein. Et donc, depuis la fin des années 80, l'OCDE nous dit que les règles, c'est pas bien. Les règles qui entourent le contrat de travail, ce n'est pas bien, qu'il faut donc les supprimer pour qu'on ait un marché du travail beaucoup plus fluide. Alors, ce sont des injonctions auxquelles on a en France répondu selon les périodes, mais je dois dire qu'on y a de plus en plus répondu, et les ordonnances actuelles, elles s'inscrivent pleinement dans ce raisonnement-là. Et on a eu aussi un petit moment, peut-être on y reviendra pendant le débat, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, Dominique de Villepin, en 2005, fait un plan d'urgence de l'emploi. Il invente un nouveau contrat qui s'appelle le contrat nouvelles embauches, le CNE, et ce contrat est destiné à lever l'ensemble de la réglementation qui porte sur la rupture du contrat de travail. On peut licencier très facilement quelqu'un, on peut se séparer très facilement de quelqu'un pendant 2 ans, et c'est, nous dit de Villepin, la première introduction en France de la flexicurité. Plus de flexibilité, je me débarrasse des gens très facilement pendant 2 ans, et plus, nous dit-il, de sécurité. Pourquoi? Parce que on leur donne une prime de précarité et un accompagnement renforcé. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Et j'en termine sur ce premier scénario, que je pense pas susceptible en tout cas de répondre ni à la crise de l'emploi, parce que ça ne crée pas d'emploi, ni à la crise du travail. Le problème de ce scénario, et ce qu'avait donné le scénario CNE, c'était que finalement, il n'y avait pas eu de sécurité, c'était un volet flexibilité sans sécurité, et ça avait considérablement durci les relations de travail entre employeurs et salariés.
Mon deuxième scénario, je l'ai intitulé « La révolution technologique ». C'est celui que vous lisez partout. Hein. On nous dit que ce qui est en train de nous arriver là, on a une énorme vague de changements technologiques et depuis les années, je dirais 2010-2011, ça a marqué vraiment un moment très important. Quelques ouvrages américains notamment centraux, notamment un ouvrage qui s'appelait Race Against Machine, la course contre la machine, avec un panorama extrêmement pessimiste, à la fois optimiste et pessimiste sur l'emploi, nous disant tout est en train de changer, on est en train de passer dans la deuxième moitié de l'échiquier, vous savez, le raisonnement échiquier ou nénuphar, c'est-à-dire on a l'impression que ça va doucement, puis tout d'un coup, ça se met à aller très très vite et voilà, les changements relatifs à l'intelligence artificielle et provoqués par l'automatisation vont être extrêmement violents à partir de maintenant. Et ces auteurs, Race Against Machine, nous disaient en gros que Rifkin avait raison. Rifkin, c'est celui qui avait écrit en 1995 « La fin du travail ». C'est fini, les emplois vont être automatisés. Et donc, ils ont été suivis, ces auteurs, 2011, donc, d'un article très important de deux chercheurs anglais, Frey et Osborne, qui en 2013 écrivent un papier dans lequel ils démontrent que 47% des emplois vont être supprimés dans les 10 années à venir, notamment aux États-Unis. Alors, cette étude, elle a fait le tour du monde, elle a été hyper médiatisée, et ces idées assez fortes sur le risque de disparition des emplois s'accompagnaient en même temps, pas systématiquement, mais en même temps, d'un autre discours sur le travail et sur l'idée que le travail, lui, allait changer, que les conditions d'exercice du travail allaient changer, que, en gros, le travail, ça allait devenir très sympa, plus de différence avec le loisir, un travail collaboratif qui ne se passerait plus dans les entreprises, c'est-à-dire en gros, c'est la fin du salariat, c'est la fin de la relation de subordination. On a maintenant des relations horizontales et on n'a plus besoin d'entreprises qui sont censées coordonner le travail. Maintenant, on se retrouve dans des organisations plates. Donc, vous voyez un double discours avec plein de variantes. À la fois, les emplois vont disparaître, mais le travail va devenir très sympathique. Il n'y aura plus de différence entre travail et loisir. Et une petite... alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce scénario ? On peut dire d'abord qu'il a été très critiqué, controversé, c'est-à-dire d'autres études sont venues depuis pour dire que, mais non, c'est pas 50% des emplois qui font disparaître, c'est plutôt 9%, c'est plutôt 10%. Bon, c'est beaucoup d'ailleurs, 8 ou 9 ou 10%. Mais que cette étude avait été trop vite. Et notamment, ce qu'on a reproché à cette étude, c'est de tenir aucun compte des conditions concrètes dans lesquelles s'opère le travail. C'est-à-dire, comme si on avait une innovation technologique et puis, plouf, elle s'installait dans les entreprises sans tenir compte ni des difficultés d'implanter une innovation dans une organisation du travail, ni des résistances des salariés, des consommateurs. Par exemple, est-ce que dans un EHPAD ou est-ce que dans un supermarché, on a envie que toutes les caisses soient automatisées, de ne plus avoir aucune relation humaine. Donc, vous voyez, une des critiques qu'on peut faire à ce scénario, c'est le déterminisme technologique extrêmement fort sur lequel il est fondé. Bon, mais une grande critique qu'on peut faire à ce scénario, et ça me permet d'arriver à mon troisième et dernier, c'est qu'il fait l'impasse totale sur la question écologique. C'est-à-dire, il fait semblant de répondre à la question écologique, c'est super, on va tous travailler par ordinateur, l'intelligence artificielle, c'est pas consommateur d'énergie, etc. Or, on voit bien quand même que même et peut-être surtout dans une société qui ne vit plus que de la computérisation, c'est extrêmement consommateur d'énergie et c'est extrêmement consommateur aussi de minéraux rares. Or, on sait qu'on va avoir des pics de minéraux rares et donc c'est un scénario qui, d'une certaine manière, n'est pas durable. J'en arrive du coup à mon troisième scénario que j'ai appelé celui de la reconversion écologique, qui est évidemment mon préféré. Pourquoi il est mon préféré ? Parce qu'il me semble qu'il peut nous permettre de répondre à la fois à la crise de l'emploi et à la crise du travail. Nous permettre de créer des emplois et d'inventer de nouvelles conditions d'exercice du travail et plus généralement de tenir ensemble la question sociale et la question écologique. Alors, c'est un scénario, pour en dire 3 mots, qui met en son centre, en son cœur, qui prend au sérieux la question écologique, c'est-à-dire que le fait qu'on est vraiment confronté là à des... comment dirais-je, à des pénuries et à des risques extrêmement forts de réchauffement climatique, de manque de minéraux précieux,
de nécessité de renoncer aux énergies fossiles. Et il met en son centre également la question absolument centrale et encore taboue de la croissance. De la croissance, c'est-à-dire que vous savez que quand même depuis la fin des années 60 en France, on a des taux de croissance qui sont toujours plus faibles. Vous savez aussi peut-être que certains analystes, notamment américains, on pense à Robert Gordon, nous disent que la croissance, c'est fini. Ça, elle ne reviendra plus. Bon, ces analyses sont controversées aussi, mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est que peu à peu, la prise de conscience se fait jour dans nos sociétés qu'on ne peut pas continuer à avoir à la fois de la croissance et des modes de vie durables, c'est-à-dire qui nous permettront en effet de continuer pendant plusieurs siècles à vivre normalement. On a des études très sérieuses qui nous montrent que le fameux découplage, c'est-à-dire ce sur quoi comptent les économistes, cette idée que on pourra toujours continuer à avoir de la croissance sans avoir des dégradations de l'environnement, ça n'est pas vrai. Je pense à un auteur qui nous dit qu'il est impossible d'atteindre les objectifs du GIEC, ou on pourrait dire maintenant de l'accord de Paris, en gardant les mêmes taux de croissance. Ça veut dire que nous sommes peu à peu en train de nous rendre compte que la croissance, certes, elle a été porteuse de bienfaits, d'énormes bienfaits, mais elle a été en même temps porteuse de maux. Et ces maux, nous ne les voyons pas, ils sont complètement invisibilisés. Pourquoi ? Du fait même de la construction de notre indicateur phare, le PIB. On y reviendra peut-être dans le débat, mais le PIB, il masque complètement, il laisse complètement de côté les dégradations, et notamment les dégradations écologiques, puisque vous savez que le PIB, ce n'est pas une comptabilité patrimoniale, c'est-à-dire on ne regarde pas le fonds sur lequel on puise pour faire de la valeur ajoutée. On ne regarde jamais les évolutions de nos patrimoines très précieux, patrimoine social, patrimoine naturel. On ne regarde que la somme des valeurs ajoutées. Pourquoi ce scénario me paraît le plus apte à la fois à créer de l'emploi et à améliorer les conditions de travail? Premièrement, parce que vous savez que si on va dans le sens de cette reconversion écologique, il va falloir ouvrir certains secteurs, développer certains secteurs dans les énergies renouvelables, mais aussi travailler autrement et fermer un certain nombre de secteurs. Et dans les nouveaux secteurs à ouvrir, il y a une beaucoup plus grande intensité de la main-d'œuvre. Ce sont des secteurs plus intensifs en main-d'œuvre, donc on va devoir beaucoup recruter. Évidemment, la question qu'on aura, c'est celle de la sécurisation des trajectoires, c'est-à-dire de notre capacité à faire passer les personnes qui travaillent dans les secteurs qu'il va falloir fermer dans les autres secteurs. Et puis, mais on y reviendra aussi peut-être pendant la discussion, il me semble qu'il faut accompagner tout ça d'une nouvelle manière de partager le travail, de redistribuer le travail. Et alors pourquoi, je terminerai là-dessus, sur ces deux points, pourquoi ça pourrait nous permettre d'améliorer les conditions de travail et le travail de manière générale? Là, je suis un auteur que j'aime beaucoup, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Jean Gadret, qui nous dit que nous avons été obsédés, et toute l'économie a été obsédée depuis le XVIIIe siècle par les gains de productivité. Faire des progrès et obtenir de la croissance, c'est faire des gains de productivité. Et nous dit Gadret, il faut arrêter. Maintenant, les gains de productivité sont devenus contre-productifs. Qu'est-ce que c'est qu'un gain de productivité dans l'éducation, dans les EHPAD, enfin dans un certain nombre de grands secteurs des services, notamment des services relationnels? Et donc, ce qu'il nous propose, c'est de faire, au contraire, des gains de productivité, des gains de qualité et de durabilité. Toute chose qu'on ne peut pas mesurer avec nos conventions actuelles. Voilà, faire des gains de qualité et de productivité qui nous permettent de produire donc radicalement autrement. Et je terminerai sur cette petite ouverture-là. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de déployer des organisations du travail qui, au lieu d'être délétères, comme parfois elles le sont aujourd'hui, seraient au contraire des organisations propices à la production de biens et services plus durables, et donc qui permettraient également de produire autrement. Comment obtenir ces nouvelles organisations? Eh bien, il me semble qu'une des voies, et c'est une des voies qui est beaucoup ouverte en ce moment par les chercheurs de toute discipline, c'est la voie du changement de gouvernance, on dit gouvernance, c'est vilain, mais, ou de gouvernement des entreprises. C'est-à-dire
comment dirais-je, démocratiser radicalement le fonctionnement de l'entreprise, donner beaucoup plus de pouvoir aux salariés, peut-être aller dans la voie de ce qu'on appelle l'associationnisme, des types de coopératives, si vous voulez. Et le pari qu'on pourrait faire, mais là, il nous faudrait beaucoup plus de recherche pour asseoir cette assertion. Peut-être que des organisations du travail et de production plus démocratiques permettraient d'ouvrir vers un monde plus écologique. Voilà. Merci. Merci de ces 3 scénarios, donc du démantèlement du droit du travail, du bouleversement technologique et de la reconversion écologique. On va entrer un peu dans le détail de ces 3 scénarios. Mais je vais poser du coup mes 3 questions liminaires avant qu'on y entre. C'était pas hyper compliqué de deviner effectivement lequel avait votre préférence, mais si je vous demande un tout petit peu de me dire lequel scénario est le plus probable, on a une réponse à ça? Alors, j'ai bien l'impression que les 3 vont advenir en même temps, mais que la proportion entre les différents ingrédients va dépendre à la fois peut-être de notre résistance dans chaque pays ou dans chaque territoire à s'opposer à des méthodes de travail ou des phénomènes dont on ne veut pas, et puis aussi de notre capacité au niveau européen et sans doute aussi au niveau mondial à mettre en place de nouvelles règles. Je pense notamment comment dirais-je, au rôle relatif de 2 grandes organisations internationales, l'Organisation internationale du travail et l'OMC. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce est beaucoup plus puissante que l'Organisation internationale du travail. C'est elle qui détermine, en gros, tout ce qui se passe au niveau des échanges, et les conditions de travail ne sont absolument pas prises en compte. Pourquoi ? Parce que depuis... même bien avant, mais depuis notamment la chute du mur de Berlin, comme il n'y a plus d'alternative crédible face au capitalisme, à l'intérieur de l'Organisation internationale du travail, où c'est du tripartisme, il n'y a plus personne pour défendre l'idée qu'il faut déployer de bonnes conditions de travail à l'échelle internationale et en particulier faire prévaloir des normes internationales qui éviteraient le dumping social. Donc moi, il me semble qu'un des points tout à fait importants, ça va être la capacité à instaurer des règles à l'échelle notamment internationale, pour éviter que ce soit les règles du commerce qui s'imposent sur les règles du travail. Donc ça veut bien dire que voilà, le travail d'après-demain, ce dont on se doute, sera formé par ceux qui le formeront justement, qui se battront pour que ça prenne tel ou tel aspect. Et ça donne envie de vous demander, avant d'entrer dans le détail des scénarios, qu'est-ce qui aujourd'hui déstabilise le travail tel qu'on le connaît ou qu'on l'a connu en priorité? Est-ce que c'est une modification du rapport de force, notamment en faveur du capital? Est-ce que c'est des mutations de l'économie elle-même à travers notamment les bouleversements technologiques? Est-ce que c'est autre chose? Il me semble que la financiarisation... J'ai une de mes collègues qui est là dans l'Assemblée, qui est spécialiste de ces questions, de mon laboratoire qui s'appelle l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Et donc, je crois que la question de la financiarisation, elle est tout à fait déterminante. Et notamment, tout ce qui s'est passé en matière de liberté de circulation des capitaux. La preuve en est, je dirais, à contrario, la fameuse note, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais la fameuse note du FMI, en 2016, le FMI disant « Nos sociétés sont en train d'être complètement déstructurées, détruites, et ce qui explique cette destruction, c'est la financiarisation et la liberté folle de circulation des capitaux. » Et le FMI lui-même, donc c'est-à-dire l'institution internationale qui prône la libéralisation et qui jusqu'à maintenant... C'est une note qui quand même remet en question les politiques appliquées par ce même FMI depuis 30 ans. Exactement. Et cette note considérait que c'était cette liberté de circulation des capitaux qui mettait les États sous pression et qui mettait notamment les législations nationales du travail en concurrence les unes avec les autres. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les capitaux et les entreprises font leur marché en quelque sorte dans le monde entier et décident d'aller se poser là où les coûts seront vraiment les moins élevés, laissant en général derrière elles des territoires martyrisés. On pense en France à ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire vraiment des délocalisations de confort. Et évidemment, ça vient de cette liberté, de cette très grande liberté facilitée de circulation des capitaux et de mise en compétition des législations du travail. C'est pour ça que je dis que vraiment un des points absolument essentiels, c'est
de nouvelles règles internationales. Mais les changements en matière d'automatisation sont également extrêmement importants, et notamment, mais ça rejoint un peu le premier point, la très grande liberté laissée aux GAFA et à des grandes entreprises comme Google d'inventer des choses qu'ils vont ensuite pouvoir, de façon quasi monopolistique, nous imposer. C'est pour ça que je parle de résistance quand même. Troisième et dernière question liminaire avant d'entrer dans les 3 scénarios. Vous disiez en introduction que c'était en France que le rapport au travail était peut-être le plus structurant. Comment ça s'explique? Est-ce que c'est lié à l'histoire de ce même travail? Parce que c'est souvent intéressant pour essayer de penser l'avenir, de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Ou est-ce que voilà, ça a été la manière dont s'est constitué le rapport au travail dans un État très centralisé? Alors, petit 1, comment on le sait par le biais des enquêtes. On a par exemple des enquêtes européennes dans lesquelles il y a cette question. Est-ce que le travail est important pour vous? Et c'est vrai que c'est très frappant de voir que c'est en France que le travail est considéré par le plus grand nombre de personnes comme quelque chose de très important. Et ça se passe dans toutes les classes sociales et tous les statuts d'emploi, qu'on soit indépendant, salarié, mais aussi retraité, au foyer. Il y a une sorte de plébiscite pour le travail. Alors on l'explique, j'ai pas l'explication dernière, mais on avait regardé ça avec des collègues, et ce qu'on avait mis en évidence, c'était que c'était en lien avec le très fort taux de chômage. Plus le chômage est élevé, plus vous considérez que le travail est très important, de fait, parce que le manque fait souffrir. Et deuxièmement, il y avait néanmoins aussi une autre spécificité française qui était l'importance accordée à ce qu'on appelle la dimension intrinsèque du travail, c'est-à-dire le contenu même de l'activité, les relations qu'on acquiert au sein du travail, et ça, c'est en quelque sorte plébiscité. Alors, il y a un certain nombre de travaux en France qui montrent que c'est aussi en rapport avec le fait que le travail et le statut social sont extrêmement liés, c'est-à-dire mon travail dit aux autres quelles études j'ai faites et quel est mon statut. Et ça, c'est beaucoup plus fort dans notre pays que dans d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, où le rapport est beaucoup plus pragmatique. Le rapport est plus pragmatique au travail. Je crois donc qu'il faut le mettre en relation, en fin de compte, avec l'importance du diplôme dans notre société française. Alors, si on entre maintenant dans le détail de ces 3 scénarios, je le disais, il fallait ne pas être très attentif pour voir lequel avait votre préférence. Du coup, je vais défendre un peu les 2 premiers pour que cet échange soit aussi une discussion, ce qui n'engage pas mes opinions personnelles. Mais sur ce premier scénario du démantèlement, en tout cas du bouleversement du droit du travail, qui est à l'œuvre depuis un moment, qui va sans doute se continuer d'après ce qu'on sait sur ce qui est en ce moment discuté à l'Assemblée, est-ce que c'est pas une nécessité aujourd'hui de bouleverser ce droit du travail pour conserver de l'emploi? C'est l'argument. Surtout à l'ère de la mondialisation. Oui, c'est ce qu'on nous dit. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la thèse de l'OCDE qui considérait à la fin des années 80 qu'il y avait un lien donc, entre ce qu'on appelle la législation protectrice de l'emploi, on rassemble là-dessous toutes les règles qui entourent le contrat de travail, et le chômage. Et il y a eu une offensive très forte de l'OCDE dans les années 2000 pour mettre cette relation en évidence. L'OCDE a construit un indicateur, vous allez voir, le nom dit tout de suite ce qu'il en est, un indicateur de rigidité ou de rigueur de la protection de l'emploi, et l'OCDE faisait des courbes, des corrélations, en montrant que ça allait dans le même sens, le taux de chômage et la législation protectrice de l'emploi. Bon, alors vous savez que trop souvent, les économistes ont tendance à nous faire passer des corrélations pour des causalités. Vous savez aussi que c'est très difficile de mettre en évidence une causalité, c'est-à-dire il y a des tas d'éléments qui peuvent expliquer une situation, et alors vous en prenez un comme ça en particulier et vous le mettez en rapport avec un autre. Bon, c'est quand même parfois un peu simpliste. Mais l'OCDE est revenu sur sa position en 2006, indiquant que finalement non, il n'y avait peut-être pas tant de lien que ça entre la législation protectrice de l'emploi et le chômage, mais ça a continué. On a eu toute une série de rapports en France, et on a quand même
tout un courant d'économistes en France, hein, ceux qui ont fait les rapports, hein, je pense au rapport 2003 Blanchard-Tirole, notre prix Nobel, 2004 le rapport Cahu-Kramarz, qui tous ont enfoncé le clou pour nous dire que notre taux de chômage venait de la difficulté à licencier, en gros, et donc il fallait, si on voulait créer de l'emploi, alors il fallait rendre plus facile le licenciement. Mais à ça, deux réponses. Petit 1, il y a déjà des... Enfin, des études quand même montrent que c'est pas si difficile que ça de licencier. Alors c'est vrai qu'il a l'air d'avoir un facteur psychologique, c'est-à-dire en effet, vous avez un certain nombre d'employeurs qui vous disent que j'ai peur d'embaucher parce que j'ai peur de ne pas pouvoir licencier. Bon, est-ce qu'il faut à ce point prendre en compte la psychologie? Moi, j'en suis pas absolument certaine. Et puis rappelons-nous juste que entre 1997 et 2002, au moment de la réduction du temps de travail, et non sans lien avec celle-ci, on a créé 2 millions d'emplois. On n'avait jamais créé autant d'emplois. On a créé 2 millions d'emplois entre 1997 et 2002 avec notre bon vieux code du travail quand même. L'argument que je vous livre derrière, c'est de dire, mais regardez la fameuse comparaison entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, on a mené les réformes de la flexibilisation du travail. En France, on se traîne un taux de chômage qui est effectivement, ça il ne faut pas le nier, un drame pas seulement psychologique, mais qui dévaste des pans entiers de la société française, alors que dans des pays qui ont mené cette flexibilisation comme l'Allemagne, on n'en est pas là. Alors, en Allemagne, attention, on n'a pas eu une flexibilisation globale du monde du travail. On a bien pris soin en Allemagne de sauvegarder, je dirais, l'élite allemande, c'est-à-dire les travailleurs de l'industrie qui produisent des biens et services, surtout des biens de qualité, et qui permettent à l'industrie allemande d'exporter massivement. Donc, eux, on n'a pas touché à eux, on n'a pas touché à leur indemnisation du chômage, etc. On a essayé de créer en Allemagne un secteur à bas salaire et on a essayé d'inciter les gens qui étaient au chômage depuis longtemps, qui avaient de faibles qualifications, on a essayé de les pousser dans l'emploi. Donc c'est assez... Hein, il y a bien deux moments différents. Et on a créé quoi en Allemagne? On a créé des bad jobs. Hein, on a créé des petits boulots à quelques euros de l'heure, souvent orientés vers les femmes et vers les services. Et on sait très bien que la différence qui existe entre la France et l'Allemagne, hein, c'est que les services en Allemagne sont très peu payés et donc vous avez beaucoup de femmes qui travaillent à temps partiel. J'en profite du coup pour raconter quelque chose sur la différence entre la France et l'Allemagne. Encore deux choses. Premièrement, le taux de pauvreté en Allemagne et le taux de pauvreté laborieuse, c'est-à-dire le taux de pauvreté des salariés, est bien plus élevé qu'en France. Hein. En France, c'est 8%. 8% des salariés français sont pauvres, c'est-à-dire en gros 1 000 euros, en dessous de 1 000 euros. 23% en Allemagne, ce qui est énorme. Et pourquoi? À cause précisément du fait qu'on a poussé de nombreuses personnes vers ces petits emplois pour essayer de les mettre au travail, et du fait qu'en Allemagne, vous avez énormément de temps partiel. Alors, ou bien des tout petits temps partiels, ou bien des temps partiels à 12, 20 heures, je le redis, hein, qui sont principalement destinés aux femmes, ce qui fait que finalement, lorsque vous comparez, vous savez qu'on nous dit souvent que l'Allemagne, c'est beaucoup mieux, et que notamment, ils travaillent beaucoup plus longtemps que nous. Pas du tout. Si vous prenez bien soin de mettre ensemble, d'additionner les gens qui travaillent à temps complet et les gens qui travaillent à temps partiel, alors vous obtenez des durées hebdomadaires qui sont plus faibles en Allemagne qu'en France. Nous travaillons plus longtemps parce que nous avons une norme d'emploi à temps complet. Elle n'est pas à 35 heures. À 35 heures, c'est la durée légale. Nous avons une norme de travail à temps complet, une durée de travail à temps complet qui est plus courte que le temps complet en Allemagne. Donc, en gros, ils travaillent peut-être 41 heures et nous 39 heures en temps complet. Mais si vous prenez en considération les temps partiels, alors nous travaillons plus longtemps que les Allemands. Donc, vous voyez, on a vraiment deux modèles de société radicalement différents. Et si on s'intéresse notamment à la place des femmes dans l'emploi et dans la société, alors, pardonnez-moi, mais il faut préférer le modèle français. Mais alors, si on reste sur notre modèle, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème que chaque mesure, loi, affiche
en tout cas dans les termes, c'est qu'en France, les salariés qui sont encore salariés sont relativement bien protégés, tandis que les travailleurs indépendants ne le sont pas. Et donc ce qu'on nous explique, c'est qu'on va aller vers une convergence où les parcours professionnels, qui de fait sont plus variés qu'ils ne l'étaient il y a 30, 40 ans, vont être plus variés, aussi plus libres, c'est l'argument, et que donc il faut mieux les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les travailleurs indépendants sont quand même très mal protégés. Alors, là encore, j'ai envie de distinguer parmi les travailleurs indépendants. Hein, vous avez des vrais travailleurs indépendants. C'est-à-dire qu'on leur outil de travail et qui produisent des choses de manière indépendante en vendant leurs produits à plusieurs autres personnes. Ces travailleurs indépendants, en effet, sont pas bien protégés. Notamment, ils n'ont pas de protection contre le chômage. Et je pense qu'en effet, c'est bien de penser maintenant une protection pour ces personnes. Mais vous avez dans la population des indépendants énormément, notamment d'auto-entrepreneurs, hein, un statut qu'on a développé ces dernières années. Je ne sais plus combien ils sont, mais je crois qu'il y en a 600 000 à peu près qui sont actifs. Et alors là, on tombe dans des statuts d'emploi quand même très particuliers. Vous savez pas que souvent on a demandé à des gens qui étaient salariés de passer en auto-entrepreneur, parce qu'évidemment c'est plus facile. Hein. Enfin, c'est plus facile pour celui qui paye le travail, pour celui qui mobilise le travail d'autrui. Et le statut d'auto-entrepreneur. Alors il y a cette idée que les gens sont libres, ils sont à leur compte, ils travaillent comme ils veulent, etc. Mais on se rend compte exactement comme chez les chauffeurs Uber ou des choses comme ça, hein, que c'est de la fausse. En fait, c'est quand même une relation de travail subordonnée, pas subordonnée comme dans le salariat, mais d'une certaine manière encore pire. C'est-à-dire que vous avez des gens qui travaillent de très longues heures pour gagner pratiquement rien. Hein. Ce que nous montrent les statistiques, c'est que vous avez 90% des auto-entrepreneurs qui gagnent moins que le SMIC au bout de 3 ans. Donc, un statut vraiment pas génial. Hein. Donc, oui, au vrai travail indépendant, je dirais attention à ce faux travail, attention à ne pas pousser les personnes, à ne pas les faire sortir du salariat et à ne pas les pousser vers ce mauvais travail d'auto-entrepreneur. Et toutefois, si on va encore plus loin, parce que là, l'idée, c'est un peu de se projeter après-demain, au-delà finalement de l'ère Macron, peut-être même, est-ce que quand même envisager un monde post-salariat heureux, ce serait inenvisageable? Et si oui, à quelles conditions? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans un moment où l'essentiel de la protection sociale est fondé sur le travail. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas un travail stable, de toute façon, notre protection sociale, elle est en miettes, voire elle n'existe pas du tout. Mais c'est vrai que on a du mal à l'imaginer aujourd'hui dans un moment où le travail salarié est déstabilisé, précarisé, mis en crise. Mais il y a eu aussi un moment où le salariat a été considéré comme une aliénation. Donc, est-ce que, et avec des penseurs très radicaux qui disaient au moment où ça se généralisait, attention, vous êtes en train de devenir dépendant d'une entreprise, d'un patron. Est-ce que c'est inenvisageable de penser... il y avait sous le Second Empire des ouvriers très très qualifiés qu'on appelait les sublimes, enfin qui étaient surnommés les sublimes parce que en gros ils étaient tellement qualifiés qu'ils pouvaient choisir leurs employeurs ils décidaient de travailler un moment et puis finalement après de faire une période où ils travaillaient pas, de se reformer ou de faire complètement autre chose. Est-ce que cette idée qu'on pourrait après-demain être, si les rapports de force et la protection sociale telle qu'elle existe étaient modifiés, devenir tous des sublimes est complètement impensable? Alors ça, c'est vraiment la question centrale et vraiment la question très, très importante, très intéressante. Je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une offensive contre le salariat. Qui passe à la fois par des conditions de travail quand même mauvaises, qui dégoûtent les gens du salariat. Quand vous regardez les enquêtes auprès des jeunes, les jeunes ne veulent pas rentrer dans le salariat, et notamment dans les grandes entreprises, parce qu'ils considèrent que ce sont des rapports hiérarchiques insupportables. Et donc, du coup, on les incite à continuer à rêver de se mettre à leur compte, de créer des start-up, c'est super sympa, on est autonome, etc. Or, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu une illusion, hein, cette autonomie hors du salariat. Donc, une offensive contre le salariat. Une des questions, c'est de savoir si on va pouvoir produire sans entreprise. C'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur le scénario de la révolution technologique. Un certain nombre de personnes pensent qu'on n'a plus besoin
de coordonner le travail. Vous savez qu'on peut organiser le travail ou bien en passant des contrats commerciaux, ou bien en passant des contrats de travail à l'intérieur de l'entreprise. Certaines personnes disent, on n'a plus besoin de l'entreprise, on va être dans un gigantesque marché et le travail sera collaboratif et en gros, on passera notre temps à se faire des petits contrats commerciaux les uns avec les autres. Moi, il me semble qu'on n'en est pas encore du tout au moment où on est capable d'obtenir des productions, notamment sur les grosses productions, je ne sais pas, construire des avions par exemple, sans coordonner le travail. Je pense qu'on a besoin de coordonner le travail. Le rêve d'un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est de se passer du contrat de travail et de pouvoir mettre des rapports commerciaux à l'intérieur de l'entreprise. Vous savez, on invente des centres de coûts et puis on se fait des petites ventes à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est de se passer de la lourdeur du contrat de travail. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais bien envie de faire l'apologie du salariat. C'est-à-dire de rappeler combien le salariat a été important depuis la fin du 19e siècle. C'est une innovation majeure. Souvenez-vous du livre de Castel, Métamorphose de la question sociale, qui fait une chronique du salariat et qui raconte qu'au début, le salariat, c'était un état vraiment indigne. C'était dégoûtant, le salariat. C'était une condition absolument méprisée. Pourquoi ? Parce qu'on considérait qu'on allait pouvoir s'en tirer en gardant une petite propriété. Une petite propriété, un petit commerce. Et puis tout ça a été balayé. Et peu à peu, le salariat, ça n'a pas été simplement une relation de subordination entre l'employeur et le salarié. Ça a été une possibilité d'acquérir de nombreux droits. C'est-à-dire qu'en travaillant comme salarié, en effet, j'acquiers de la protection sociale, j'acquiers un statut, j'acquiers des congés et j'acquiers tout ce que représente, en gros, le droit du travail, le droit de la protection sociale. Quelque chose d'énorme. Donc, moi, je dirais que il faut sans doute pas souhaiter que 100% de la population soit salariée. Aujourd'hui, on est quand même 90% de la population est salariée. Donc, quand on vous dit c'est la fin du salariat, c'est faux. 90% de la population est salariée. D'accord pour le développement du travail indépendant, pour la protection du travail indépendant, ça c'est très important, mais essayons plutôt d'améliorer le salariat, c'est-à-dire à l'intérieur du salariat, de rendre les relations peut-être plus égalitaires. C'est ce que je vous proposais tout à l'heure en réfléchissant sur la démocratie dans l'entreprise. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de se sortir du mauvais côté du salariat en redonnant à l'intérieur du salariat et de l'entreprise beaucoup plus de pouvoir aux salariés ? Bon, je sens que je ne vais pas vous convaincre que le premier scénario est le bon, et en plus, ce n'était pas forcément mon but, mais puisque vous faites la transition sur le deuxième scénario, celui de la transformation, du bouleversement technologique, vous parliez tout à l'heure de l'idée de l'échiquier ou des nénuphars pour dire que voilà, un développement technologique, il n'est pas forcément linéaire, mais il peut être exponentiel. Est-ce que là encore, quand on regarde la manière dont le travail s'est transformé à travers l'histoire, on peut savoir si... justement, ça ne fonctionne pas par vraiment mutation technologique qui oblige à... Il y a des métiers qui ont disparu entièrement. Là, on a l'impression qu'on est, avec le numérique, face à une révolution numérique qui pourrait pas seulement changer les conditions de travail au sens de l'Uber versus le taxi, c'est-à-dire au fond le même travail, mais fait dans des conditions par rapport à l'employeur qui sont très différentes. L'ubérisation, c'est souvent juste un changement vis-à-vis de l'employeur. Ça va pas changer la nature du travail, mais on peut imaginer qu'il y ait des changements vraiment de nature, de manière de travailler. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai quand même envie de dire que là-dessus, les positions sont extrêmement, et les études sont extrêmement controversées. C'est-à-dire, vous avez des auteurs qui s'appuient sur de très bonnes réflexions, qui nous disent que tout va radicalement changer, les manières de produire, qu'il y aura qu'en gros, on n'aura plus besoin de travail humain. Ils nous disent, regardez, ça y est, ça commence dans les banques et tout va fermer. Et puis, vous avez des études qui vous disent exactement le contraire. Et qui vous disent que si on regarde en rétrospectif, les 150 ans passés, bien sûr, il y a eu d'énormes mutations technologiques, mais qu'elles se sont accompagnées de création d'emplois, qu'il y a eu des appels d'air. Bon, c'est la fameuse destruction créatrice de Schumpeter, c'est-à-dire il y a des emplois qui se ferment et puis il y a des emplois qui s'ouvrent. Toute la question, ça va être, alors, deux questions. Celle du solde. Est-ce qu'on va en fermer plus qu'on ne va en ouvrir ? Et là, vraiment, c'est très compliqué. Par exemple, on nous dit que les guichetiers de banque
les guichets de banque, ils ont été très concurrencés par les distributeurs automatiques. Mais les guichets de banque, ils ont été transformés, et en d'autres, ils se sont transformés en conseillers, et donc finalement, ça ne s'est pas accompagné d'énormes licenciements. Et l'économiste que je vous citais tout à l'heure, Gadret, il adore rappeler que le rapport Nora-Mink, écrit en 1978, qui s'appelait l'informatisation de la société, avait prévu que d'ici 20 ans, il n'y aurait plus aucun emploi quasiment dans les services, et qu'on allait assister à la fin de l'emploi quasiment. Or, rappelle Gadret en s'en moquant, on n'a jamais eu autant de création d'emplois dans les services. Donc la quantification, elle est super compliquée. Maintenant, il me semble qu'il y a deux défis. Hein. C'est comment on accompagne les transformations de l'emploi, parce que là, les études sont assez d'accord pour dire que au moins 50% des emplois vont être radicalement transformés. C'est ce que je vous raconte sur les guichetiers. Hein. Vous donniez simplement de l'argent et puis vous passez à un métier de conseil. Comment on fait pour former ces gens-là? Comment on fait pour éviter ce qu'on a fait les 30 ou 40 dernières années lors des précédentes restructurations, c'est-à-dire mettre les gens de côté, hein, les exclure? C'est ce qu'on a fait. On les a mis en pré-retraite pour la métallurgie, pour le textile. On les a mis en pré-retraite et on n'a pas réussi à conserver les mêmes personnes. Sauf, j'ai envie de dire de façon provocante, sauf dans certaines entreprises publiques ou encore à la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle s'est modernisée de façon absolument incroyable. Hein, quand on est passé des feuilles de soins à l'automatisation, on a gardé les mêmes personnes. Ils étaient obligés, ils ne pouvaient pas licencier. On a gardé les mêmes personnes et on les a recyclées. Donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième défi, c'est de ne pas jeter les règles et le salariat avec le bébé de la révolution technologique. Hein, il y a eu un rapport, par exemple, c'est le DRH d'Orange qui a écrit un rapport il y a un an, je crois, sur les transformations du travail et le numérique. Bruno Mettling, il s'appelle. Et donc, lui, en gros, ce qu'il dit, c'est la révolution est telle qu'on ne peut pas garder l'organisation du travail telle qu'elle est. Il faudrait, en gros, mettre tout le monde au forfait jour, ou un forfait jour, ça veut dire que vous comptez plus le temps de travail à la journée. Vous avez des durées, par exemple sur l'année, vous dites c'est 217 jours, point, et à l'intérieur, vous n'avez plus les réglementations sur la durée légale du travail qui s'appliquent. Donc, comment faire pour traverser ces révolutions technologiques sans mettre à bas toutes les règles qui organisent le travail? À mon avis, c'est tout à fait faisable. Et comment est-ce qu'on articule ces révolutions technologiques et numériques en cours, hein, malgré tout, avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au fond, l'avenir du travail, il est dépendant des résistances d'aujourd'hui et de la politique d'aujourd'hui, parce qu'on peut imaginer que, justement, comme a priori, ça enlève des hommes, ça complique les résistances, mais est-ce que ça ouvre aussi, des fois, d'autres voies de résistance? Enfin, on a vu aussi émerger des mouvements qu'on appelle néoludites, hein, qui étaient les ludites, voilà, brisaient certaines machines, qui faisaient perdre du travail. Est-ce que, voilà, les résistances aujourd'hui à ces mouvements-là, ils doivent être de cet ordre, du néoludisme, ou au contraire définir d'autres modes de résistance face à quand même un rouleau compresseur technologique, même si des fois il est il est dans l'affichage plus que dans la réalité? Alors. Le problème principal dans tout ça, c'est le poids du chômage. C'est-à-dire que le chômage est tellement fort que ça anesthésie quand même les résistances, parce que voilà, les gens ont besoin de trouver un emploi, donc ils sont prêts absolument à tout. Et l'autre problème, hein, c'est que les centres de décision sont de plus en plus éloignés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ce sont de grandes multinationales qui prennent des décisions qui vont impacter considérablement les conditions de travail. Et donc, il faut absolument qu'on se dote des moyens, non seulement de faire payer des amendes, par exemple l'amende que la Commission européenne vient d'infliger à Google, mais il faudrait qu'on puisse rentrer à l'intérieur même de ces entreprises pour les empêcher de produire n'importe quoi. D'où ma proposition, d'où l'idée de travailler vraiment beaucoup sur le volet de démocratie dans l'entreprise, parce qu'il me semble que c'est seulement si on a des gens à l'intérieur qu'on pourra... alors pas seulement d'ailleurs peut-être les salariés, mais aussi ce qu'on appelle les parties prenantes. Hein, c'est une banalité de dire qu'il faut réussir à faire rentrer l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Pour que le consommateur... Voilà, pour que l'entreprise, ça soit plus seulement le jouet des actionnaires et qui inventent n'importe quoi et l'imposent au reste du monde, mais pour que le contenu même de la production soit décidé d'une certaine manière de façon collective. Mais ça, je ne reviens pas au cause. On a l'impression aussi que la figure à laquelle on pourrait s'adresser, que ce soit pour la contester, voire pour la
l'a renversée, elle-même, elle s'est diffractée, elle est éclatée. Il n'y a plus le patron qui décide dans l'entreprise. Enfin, il y a évidemment encore des relations hiérarchiques, mais entre l'actionnaire, le manager, le sous-manager, enfin, voilà, on a aussi, on se demande un peu où est le centre du pouvoir. Enfin. Absolument. Et il y a toute la question de la relation entre les mères et leurs filles, entre les mères et leurs filiales. C'est-à-dire que très souvent, enfin encore aujourd'hui, on n'arrive pas à imputer à la mère la responsabilité de ce que fait la filiale. Donc vous avez, vous vous souvenez, il y a toutes les affaires du Rana Plaza au Bangladesh, etc. Mais vous avez donc des filiales qui se comportent n'importe comment, à la fois en matière de conditions de travail ou de dégâts environnementaux. Et comme le lien n'est pas avéré, comme tout ça est très est fait de façon très subtile, on n'arrive pas à faire remonter la responsabilité à la mère. Donc vous avez des multinationales qui font n'importe quoi, qui se comportent n'importe comment, et qu'on ne peut pas empêcher d'agir ainsi. Je vous conseille sur ce sujet un très beau livre de Alain Suppiot et Mireille Delmas-Marty qui s'appelle « Prendre la responsabilité au sérieux » et qui disent que vraiment c'est aujourd'hui le sujet principal d'essayer de rendre visible le lien entre l'entreprise et ses filiales pour que la mère ne arrête de faire n'importe quoi. Alors pour préciser quelques éléments du troisième scénario, qui a votre préférence avant d'ouvrir le cercle de la discussion, on voit bien que dans tous vos propos là depuis déjà une cinquantaine de minutes, qu'il faudrait une révolution à la fois politique, mentale et économique, ce qui est quand même assez vaste. Et précisément sur ce scénario de la reconversion écologique, comment est-ce que vous répondez à ces deux... évidemment, quand on vous entend, on a envie de se dire, bah oui, c'est évident, voilà, non seulement c'est évident, mais c'est même la seule voie soutenable et possible. Pourtant, on se heurte à deux choses. On a l'impression que ça fait quand même un moment qu'on la critique aujourd'hui, la croissance. Vos propres livres, ils datent d'il y a un moment, mais il y avait le rapport Meadows qui est déjà ancien sur les limites de la croissance. Donc, pourquoi est-ce que ça passe pas la rampe? Enfin, ça passe peut-être la rampe, mais en tout cas, ça passe pas le fonctionnement. Et deuxièmement, là, on se heurte depuis 2008 à quelque chose en plus, qui est la politique d'austérité. C'est-à-dire que face à l'austérité, qui est un des motifs pour accepter au fond une dégradation du travail et non pas un après-demain apaisé et voire plus lumineux pour le travail, c'est que de toute façon, dans une condition d'austérité, on est bien obligé d'accepter tout ça et que les scénarios contre-austéritaires sont bon an mal an des scénarios keynésiens ou post-keynésiens, c'est-à-dire au fond des scénarios fondés sur la croissance. Donc voilà, comment est-ce que vous répondez à ces deux remarques qui semblent fragiliser l'idée d'un possible scénario de reconversion écologique? Alors, j'ai envie de distinguer, d'une part, la critique de la croissance et d'autre part, les questions d'austérité et de relance keynésienne. La critique de la croissance, en effet, elle est extrêmement difficile à faire comment dirais-je, c'est une question qui reste taboue. Voilà, je crois que c'est hyper difficile dans nos pays de critiquer la croissance parce que c'est vrai que d'abord c'est un terme positif, la croissance, quelque chose qui grandit, parce qu'elle a été associée perpétuellement à du mieux. On nous dit quand même, et on l'a vu, c'est tout à fait vrai, que nos conditions de vie ont radicalement changé avec la croissance, c'est-à-dire à partir du XVIIIe siècle. On peut faire, et qu'on a fini par assimiler le progrès et la croissance. Donc c'est très difficile de la critiquer. Et puis je crois aussi qu'il faut dire qu'on est... Le système de comptabilité nationale, celui qui définit le produit intérieur brut, le produit intérieur brut, c'est un des agrégats de la comptabilité nationale. Cette comptabilité nationale, c'est pas seulement un outil comptable, c'est une véritable grammaire. C'est une grammaire dans laquelle on est enserré, c'est-à-dire qu'on raisonne comme ça, on raisonne avec cette grille. C'est une grille de lecture du monde. Et donc, pour sortir de la croissance et du monde croissantiste, il faudrait refaire cette grammaire-là, écrire une nouvelle grammaire avec de nouveaux critères, de nouveaux liens avec ces critères. Alors on a essayé. Moi, je travaille depuis très longtemps avec deux économistes, Gadret et Florence Janicatrice, qui
ont essayé de recenser d'abord, d'inventer ensuite de nouveaux indicateurs de richesse. C'est un petit courant qui a eu un moment un peu de visibilité, notamment au moment du, je ne sais pas si vous vous souvenez, le rapport de la commission Stiglitz en 2008, Nicolas Sarkozy qui tout d'un coup demande à 2 prix Nobel de construire une nouvelle grammaire, en gros, de réfléchir sur les limites de la croissance et de proposer de nouveaux indicateurs. Donc là, on avait un moment intéressant, une opportunité, et puis ça n'a pas marché, parce que finalement le rapport n'a pas proposé de nouveaux indicateurs, il a dit non, c'est trop compliqué. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment, vous avez les organisations internationales, elles bossent à fond là-dessus. Elles bossent sur la future grammaire. Et donc, vous avez la Banque mondiale qui, en 2006, a produit un nouvel indicateur terrifiant qui s'appelle l'épargne nette ajustée. L'épargne nette ajustée, je vous en dis juste un mot parce que c'est intéressant, ça consiste à tout monétariser. Ce que vous dites, c'est que la richesse, c'est le résultat de l'addition du surcroît de capital naturel, capital économique et capital humain chaque année. Donc chaque année, vous monétarisez tout, vous dites mon capital humain, c'est X millions de dollars, il a augmenté de X millions de dollars, mon capital économique aussi, mon capital naturel, il a diminué de temps. Vous secouez et vous sortez un solde qui est votre richesse. Vous voyez l'extrême danger d'un tel indicateur, puisqu'il consiste à tout monétariser d'une part, et d'autre part, il fait comme si tout était substituable, tout était fongible. Ça veut dire qu'un petit peu de capital naturel en moins, c'est pas grave si vous avez un petit peu de capital humain en plus. L'idée philosophique qu'il y a derrière ça, c'est que l'intelligence humaine est capable de reconstruire un monde semblable au monde naturel dans lequel on vit. Autrement dit, c'est pas très grave de bousiller complètement notre monde naturel parce qu'on est tellement intelligent qu'on pourra en construire un autre. Bon, je passe pour dire que les institutions internationales sont en train de construire de nouveaux indicateurs et il faudrait absolument que nous, on se mette là-dedans et qu'on y participe. Deuxièmement, alors je crois que cette question-là de la croissance, elle est différente de celle de la relance keynésienne, qui est tout à fait nécessaire et qui va très bien avec la reconversion écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait absolument faire une relance keynésienne, mais non pas tout azimut, mais centrée sur l'écologie, c'est-à-dire faire une grande politique écologique au niveau européen qui permettrait de relancer l'activité. Et ça veut dire qu'il faut bien distinguer relance de l'activité, relance de la croissance. Et une question qui sera ma dernière avant d'ouvrir la discussion. Comment vous expliquez qu'on est entré depuis 2008, même si en fait il y avait déjà des structures et des mouvements auparavant dans une crise assez majeure du capitalisme mondialisé, et que de cette situation ne semble pas émerger, même si on aura ici et là des nouvelles formes d'organisation du travail, mais on le voit même électoralement, aux États-Unis comme en France, même si c'est pas du tout la même chose, Trump et Macron sont élus au fond des gens qui sont dans la continuité de ces politiques libérales, capitalistes, et on n'a pas l'impression que de cette crise majeure émergent finalement d'autres modèles. Évidemment, en archipel, on pourra toujours repérer, mais que les grandes tendances, les grandes structures demeurent celles qui nous ont amenés dans cette situation qui pourtant, dont tout le monde nous décrit qu'elle vacille sur ses propres bases. Parce qu'on n'a pas remis en cause les fondements du système qui nous a amené cette crise. On n'a pas remis en cause notamment la circulation, la libre circulation des capitaux, l'organisation des multinationales, etc. Oui, donc, mais à partir du moment où une telle crise n'arrive pas à faire ça, comment on peut les faire vaciller? Certainement en parvenant à être aussi fort que les intérêts, c'est ça qui est difficile, à être aussi fort que les intérêts qui ont réussi à maintenir cette structure, c'est-à-dire en coalisant des aspirations qui aujourd'hui sont à la fois dans la société française mais dans le monde aussi, qui sont complètement fragmentées. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé la manière de coaliser ces intérêts et ces aspirations différentes et à les faire représenter par un nouveau porte-parole. Politiquement, on le voit, par exemple, en France. On n'a pas réussi à trouver quelqu'un, enfin si, avec quelques figures, mais elle-même était fragmentée, qui aurait porté cet autre modèle de façon suffisamment forte, et suffisamment forte pour que les gens se reconnaissent dedans. Merci beaucoup, Dominique Méda. Il y a deux jeunes gens avec des
micros et des t-shirts rouges. Là, il y a monsieur avec le chapeau au milieu, monsieur et madame là-bas. Merci. Merci, bonjour. Et donc, merci pour votre intervention. Juste sur 2 points rapides. D'abord, j'ai trouvé que dans vos 3 scénarios qui ont ouvert la discussion, vous n'avez pas envisagé, alors vous n'avez pas envisagé évidemment toute une série de choses, mais du coup ça n'a pas permis à la discussion de se focaliser sur ces points. C'est sur tous les aspects inégalitaires, y compris évidemment dans le monde du travail, mais pas seulement dans le monde du travail, qui sont en cours et qui semblent continuer, enfin en tout cas qui doivent faire partie des scénarios de ce qui nous arrive et de ce qui va nous arriver, avec des formes extrêmement différentes, qu'on soit dans la forme plutôt américaine, plutôt anglaise, plutôt allemande, mais finalement on a des formes d'inégalité de plus en plus grandes qui fragmentent et qui déstructurent le monde du travail et le salariat, et qui ont des effets particulièrement délétères. Voilà. Et donc, quand vous parliez, Monsieur Confavreux, de la précarité louée par Madame Parizeau, évidemment que la précarité, elle est quand même plus facile à supporter par Mark Zuckerberg que par les gens qui sont évidemment les plus bas dans ce fonctionnement extrêmement fragmenté et inégalitaire. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez autour de Benoît Hamon, il y avait Piketty sur la question des inégalités, mais Piketty, lui, il centre un peu sur la question du patrimoine. Oui. Et sur les questions du travail, il y a quand même beaucoup de choses dans le monde du travail d'aujourd'hui qui construisent des dynamiques inégalitaires et qui se conjuguent en effet avec les inégalités dont les sources sont plutôt patrimoniales. Ça, c'est le premier élément. Puis la deuxième chose, Madame Médas, je vous ai trouvé plus subversive il y a une vingtaine d'années, quand vous aviez écrit... C'est l'âge, c'est l'âge. Je le suis peut-être moi non plus, je le suis peut-être moi aussi, hein, mais c'est pas un reproche catastrophiste, hein, mais quand j'avais lu Le travail, une valeur en voie de disparition, il y avait quand même quelque chose de très enthousiasmant dans votre double appui sur Hannah Arendt et sur André Gorz pour essayer de construire une réflexion sur la nécessité de nous libérer, non pas du salariat, comme vous l'avez fort bien rappelé tout à l'heure, qui peut avoir des aspects totalement protecteurs et émancipateurs lorsqu'il est bien organisé, mais du travail. Voilà. Non pas nous libérer du temps de travail seulement, mais nous libérer du travail en permettant de faire exploser toute la diversité, de faire reconnaître la diversité des formes d'activité humaine, politique, culturelle, artistique, domestique. Voilà. Et tout ça, je ne l'ai pas vu du tout dans vos 3 scénarios. Alors, j'aimerais savoir pourquoi ça a disparu aujourd'hui. Merci. Je réponds maintenant. D'accord. Je commence par la deuxième question. C'est peut-être pour ne pas me répéter, quand même, si pendant 20 ans je répétais la même chose, vous en auriez assez. Mais alors, j'ai envie de vous répondre à la fois que finalement mon discours n'a pas tant changé que ça, et qu'en même temps j'ai été très frappée par les enquêtes que j'ai faites. C'est-à-dire, quand j'ai écrit ce bouquin en 95, j'ai eu à la fois, ça qui a fait beaucoup de débats quand même, parce qu'il arrive en même temps que le Rifkin, la fin du travail, et donc j'ai eu à la fois des gens qui étaient enthousiasmés, et puis beaucoup de critiques quand même, notamment sur le titre et sur cette idée que le travail ne serait plus une valeur. Alors à partir de là, bon, non seulement j'ai un peu quitté la philosophie pour faire de la sociologie, et j'ai fait beaucoup d'enquêtes sur, en effet, le rapport des gens au travail. Et j'ai été obligée, contrainte et forcée, de reconnaître la place que le travail tenait dans la vie des personnes. Alors, c'est déjà un peu ce que j'avais montré, puisque j'avais essayé de montrer qu'on était vraiment des sociétés fondées sur le travail, que le travail nous structurait entièrement. Et ma proposition dans mon bouquin, c'était de réduire la place du travail, la réduire à la fois dans nos vies individuelles et dans nos vies sociales. Mais c'est vrai que quand vous êtes confronté à ça, alors on a fait des tas de campagnes d'entretien, exploité des enquêtes, etc., il y a un... En effet, on s'est trouvé face à des gens qui plébiscitaient le travail et qui avaient du mal à s'imaginer alors sans travail. C'est pour ça que dès 95, mon objectif, c'était plutôt, c'est un peu ce qui s'est passé après, de proposer une réduction du temps de travail, donc que le travail vraiment réduise sa place, de manière à ce qu'on puisse développer d'autres activités politiques,
citoyenne, familiale, individuelle, tout ce qu'on veut. Et c'est aussi pour ça, c'est un mot qu'on n'a pas du tout prononcé de façon étonnante, c'est aussi pour ça que j'ai toujours été contre le revenu universel. Parce que pour moi, le revenu universel, c'est tout ou rien, c'est-à-dire soit vous êtes dans le travail, soit vous avez le revenu universel. Moi, ma position, c'est tant qu'il y a du travail, redistribuons le travail, et c'est très compliqué, hein, redistribuons le travail sur l'ensemble de la population active, de manière à ce que chacun accède à ce à quoi donne accès le travail. Ça peut être 2 heures par jour, hein, vous vous souvenez, Adret, travailler 2 heures par jour. Mais voilà, j'ai renoncé au discours disant la fin du travail, c'est bien. Et du coup, j'ai bien compris dans la campagne présidentielle, là, les réactions quand même globalement fâchées qui accueillaient la proposition d'Hamon quand il disait c'est la fin du travail, donc il faut du revenu universel. Je ne crois pas qu'il faille le présenter comme ça. Je crois qu'il faut dire on ne sait pas ce que va devenir la quantité de travail, mais redistribuons-la à mesure qu'elle se réduit, si elle doit se réduire, et libérons en effet en permanence à côté des espaces pour faire d'autres activités. Et puis je suis aussi revenue sur Hannah Arendt, parce que Hannah Arendt, elle est un peu désespérante. Hannah Arendt, en gros, elle dit le travail, c'est nul, et il faut faire que de la politique. Non, mais c'est vrai, je l'ai relu récemment, là. Donc, moi, je crois qu'il faut à la fois politiser le travail, remettre de la politique dans le travail, et en effet, libérer des espaces à côté du travail. Et puis sur la première question sur les inégalités, je suis entièrement d'accord. Hein. J'en ai pas fait un centre de mon propos, mais tout ce que je raconte sur les règles, la nécessité de remettre des règles, la nécessité de mettre en place un revenu maximum dans l'entreprise, de garantir cette règle qu'est le SMIC, d'empêcher n'importe quelle forme d'emploi, ça doit contribuer en effet à promouvoir l'égalité dans le monde du travail, bien sûr. Il y avait madame derrière, monsieur au centre, et puis ensuite derrière. Bonjour. Oui, moi j'avais justement une question sur votre positionnement par rapport au revenu universel. Vous y avez répondu. Et du coup, je voulais savoir également ce que vous pensiez de propositions encore plus radicales, comme celle du salaire à vie, développée par Bernard Friot. Parce que, enfin, moi, et de la même manière que monsieur, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'essayez de chercher des solutions que dans le monde tel qu'il est construit, c'est-à-dire avec les données du capitalisme actuel. Et ce qui me semble intéressant chez Friot, c'est qu'il repense le monde en sortant de ces schémas-là. Et ma deuxième question, c'était sur la question de la valeur du travail, ce qui rejoint la première, mais est-ce que vous pensez que nous ne pouvons pas... Parce qu'effectivement, donc les gens ressentent aujourd'hui une discrimination quand ils n'ont pas de travail, mais parce qu'on nous a inoculé cette valeur travail toute puissante, et ça c'est récent dans l'histoire de l'humanité. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de notre capacité à sortir de ce schéma qui, malgré tout, nous a été imposé à un moment donné parce qu'il faut produire, parce qu'il faut de la productivité, comme vous le nommiez tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces deux questions. Alors, sur le revenu universel, j'ai pas été complète. Hein. J'étais contre les théories du revenu universel qui disent qu'en gros, il faut donner à tout le monde 700 €, 700 ou 800 €. Donc, on le donne à tout le monde parce que c'est universel. Et puis après, on récupère par l'impôt. Ça, c'est une solution qui me fait très peur parce que je crains que ça se mette à la place de la protection sociale, notamment. En revanche, j'étais tout à fait en faveur de ce qu'avaient quand même inventé Piketty et Caget, cette solution de revenu universel-là, qui consistait en gros à donner le revenu universel aux jeunes, à faire une allocation jeune dont on a absolument besoin aujourd'hui, et à... Je crois que les gens n'ont pas bien compris, en fait. Ça n'a pas été suffisamment expliqué de façon pédagogique. C'était virtuel, cette affaire de revenu universel. C'est-à-dire, en gros, on prenait... Madame X qui gagne, je ne sais pas, 10 000 € par mois. Et donc, on dit virtuellement, plus 700 €, moins l'impôt qui sera prélevé si jamais le revenu avait été versé. Et elle n'y a pas droit. Donc, ça veut dire qu'à la fois, ce revenu universel lui est ouvert, mais on imagine la distribution du revenu universel et la reprise de l'impôt après,
Et du coup, on ne lui verse pas, mais virtuellement, elle y a droit. Et ça permet d'éviter toutes les fuites, hein. C'est-à-dire tous les gens qui auraient quand même planqué leur revenu universel pour ne pas payer l'impôt. Donc ça me paraissait mieux. Qu'est-ce que je pense du salaire à vie de Bernard Friot? Je connais bien sa thèse, je connais bien Bernard Friot. Je pense que c'est hyper compliqué à mettre en place. En même temps, c'est très intéressant. Ça consiste en gros à dire que on a tous droit par notre travail et notre... Alors, ce qui me gêne, c'est que tout est travail. Et comme tout est travail, eh bien, on a le droit à un salaire et il y a aussi une cotisation sociale qui est prélevée sur l'ensemble et qui est gérée de façon collective. Alors, ce qui me gêne beaucoup dans son affaire, hein, c'est que c'est pas du tout une critique dans ma bouche, parce que je suis extrêmement en faveur du fonctionnariat et du service public, mais c'est comme un peu si tout le monde devenait fonctionnaire. Et je suis pas sûre du tout que la société soit prête à ça. Et je me demande si ça serait pas un système très rigide. Notamment, on voit pas très bien dans ce système comment on se différencie. C'est-à-dire que ce que dit Friot, c'est qu'on aurait, selon notre niveau de qualification, on aurait des montants de salaire à vie, donc un peu différents. Mais je ne vois pas très bien dans son affaire comment on se différencie au début. Et puis, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que tout est travail. Par exemple, la retraite, c'est un travail. Alors, bien sûr, la retraite, on a un salaire différé, mais voilà. Les gens qui disent que tout est travail, ça me gêne beaucoup parce que je trouve que c'est un envahissement de la vie par le travail. Et puis, alors, dire que bon, d'accord, que mes propositions sont pas assez, finalement, révolutionnaires, peut-être. En même temps, moi, je trouve que l'idée de cesser d'avoir les yeux rivés sur la croissance et sur le taux de croissance, c'est super compliqué et c'est peut-être aussi révolutionnaire et ça nous ferait évidemment sortir du capitalisme. On ne peut pas renoncer à l'obsession pour la croissance si on ne sort pas à un moment du capitalisme. Et puis, sur l'inoculation de la valeur travail, alors ça, je suis entièrement d'accord. Depuis le 18e, on nous répète qu'il faut travailler et que la vie, c'est le travail. Comment on en sort? Eh bien, le problème, c'est que pour en sortir, il me semble qu'il faut renoncer à, petit 1, la consommation, le fait qu'on veut toujours consommer plus. Donc, il faut qu'on accepte de consommer moins, de consommer différemment. Et puis, il faut aussi renoncer à la productivité et à ce qu'amènent les gains de productivité. Et ça, c'est des sacrées révolutions. Mais oui, on devrait pouvoir en sortir. Il faut que je réponde plus vite pour que tout le monde puisse... Il y avait monsieur au centre là, qui avait demandé la parole vite, puis on ira à gauche de l'estrade et après on ira là-bas. On n'a qu'à en prendre plusieurs si on veut. On peut aussi prendre plusieurs questions, ouais, peut-être, si on veut. Parce qu'on doit libérer, désolé, mais l'estrade à 12h30 pour la réorganisation avant les échanges de l'après-midi. Oui, aucune difficulté. Je vois pas. Je suis là. Voilà. Oui. Donc aucune difficulté pour vous suivre sur votre préférence sur le troisième scénario, la remise en cause du paradigme de la croissance. Mais est-ce que cela signifie qu'il faut condamner à 100% les deux autres scénarios? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il faut conserver la totalité des règles qui font le code du travail aujourd'hui? Pourquoi faudrait-il en rester là? Enfin, je fonde cette réflexion sur mon expérience professionnelle. J'ai géré pendant 25 ans une petite entreprise. Je louais des bureaux à d'autres PME. J'ai passé ces années entouré de gens qui disaient qu'ils ne voulaient pas embaucher parce qu'ils avaient peur de licencier. Et ils faisaient en même temps la fortune des sociétés d'intérim. Donc, à tort ou à raison, il faut bien quand même en tenir compte. Il y a peut-être à un moment donné des protections qui deviennent contre-productives. Bon, après, sur le salariat, moi j'ai été adolescent en 68, donc j'ai vécu ma vie dans ce mouvement porteur de valeurs d'émancipation. J'ai passé 10 ans en tant que salarié, j'ai trouvé ça très pénible et j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir décider de ma propre vie professionnelle, de gérer ma vie. Et je trouve ça vraiment très surprenant aujourd'hui, cet attachement que l'on porte à un système qui, pour moi, le salariat, se rapproche indubitablement de la période historique du Fordisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout balayer. Il faut certainement réinventer des formes de protection sociale différentes, mais en tout cas, le salariat ne me paraît absolument pas un statut qui mérite les qualités qu'on lui prête.
Et la dernière chose qui se rattache à ça, j'ai commencé à m'intéresser à la question du travail dans les années 80, à l'époque du rapport TADI, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé quelque temps. Et il me semble qu'à l'époque, il y avait une recherche des économistes, plus sur la microéconomie, à travers la recherche de solutions dans les PME sur la manière de partager le travail, et donc par là sur, je dirais, une connaissance effectivement de la réalité du monde du travail et du ressenti des salariés et des employeurs. Et il me semble que c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui, cette dimension microéconomique. On n'a qu'à en prendre plus. Oui, peut-être. Madame, là, dans la chaise longue, et puis après là-bas, et puis après vous répondrez une série. Et après, on aura le temps de faire encore une petite série. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez et quels sont les arguments qui pourraient contrer la notion ou même le slogan très à la mode actuellement de la régulation, du capitalisme régulé. C'est une question course, donc là-bas et là-bas. Et puis après, je laisserai Dominique Méda répondre. Ça va être très rapide. Madame Méda, mine de rien, vous êtes une dangereuse révolutionnaire. Mais ça ne se voit moins qu'autrefois. Autrefois, vous le disiez, mais là, vous le faites sans le disant. Parce que je tiens à vous dire que vous changez 2 règles de la comptabilité internationale et vous faites péter tous les compteurs. Simplement, personne s'en aperçoit parce que personne n'y comprend rien. Tout le monde pense que c'est compliqué et votre révolution, vous la faites, comme disait notre saint Michel Rocard, sans qu'on s'en aperçoive. Donc, tout ce qui est le plus visible n'est pas le meilleur. Deuxième point, je vous remercie de nous avoir rappelé que la crise, elle n'est pas derrière nous, elle est devant. Les certificats empoisonnés à la Morora commencent à être faits comme en plein jour et les 6 principales banques internationales recommencent à jouer au Monopoly. Simplement, les États ne seront plus là pour les soutenir et la classe moyenne, youpi. Troisième chose, vous avez fini, dangereuse révolutionnaire, vous avez fini par la force. Vous nous avez dit qu'il faut recréer des rapports de force. Ou alors c'est une vieille baba cool qui vous parle. Alors je vous pose 2 questions pour être très rapide. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut réactiver la pince à 2 crans, qui est 1, le syndicalisme, en rendant le syndicalisme obligatoire, quels qu'en soient les pleurs de nos grandes fédérations, par le bas, parce que sinon il n'y aura pas de force dans les entreprises et votre démocratie, elle s'en ira où sais-je. J'étais très sensible aussi. Contrôler une entreprise, c'est aussi contrôler ce qu'elle fabrique. Avec les comptes, etc. Et puis l'autre bout de la pince multiprise, qui est de réactiver les sciences sociales, et alors là je me trompe peut-être, mais qui sont dans un climat, me semble-t-il, alors c'est là votre réponse me sera très très importante, stérilisé, vaguement disqualifié, marginalisé, et on n'a plus ni la pince conceptuelle de la masse ouvrière syndicalisée, ni la pince conceptuelle des idées, ce qui fait qu'on n'a pas de bras et on ne sait pas où aller, donc bravo, Monsieur Gattaz, c'est le bonheur absolu. Une dernière question, parce que là, ça fait beaucoup de choses. Là, madame. Bonjour, j'avais une petite question. J'aurais aimé en fait, que vous approfondissiez un peu votre analyse sur la question de la démocratie dans l'entreprise. Enfin, parce que du coup, sur le modèle coopératif, on voit que c'est pas quelque chose qui existe depuis un certain nombre de siècles, mais qui reste toujours un peu à la marge du modèle entrepreneurial hiérarchique classique. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre en place en termes de démocratie d'entreprise, notamment en termes d'un peu plus grande échelle qu'une enseigne de salariés. Et j'aurais aimé aussi que vous approfondissiez un petit peu sur la question cette question de démocratie en entreprise. J'ai l'impression que c'est un peu passé à la trappe au profit aujourd'hui de l'utilité sociale de l'entreprise et de la question de l'entreprise sociale, en fait, qui se lave un peu les mains en se disant je redore un peu mon image en ayant un impact social. Voilà, je vais faire des yaourts surprotéinés pour le tiers-monde, comme chez Danone. Et voilà, et de fait peut-être aussi de cette question de la valeur travail chez les nouvelles générations, parce que j'ai l'impression aussi que le sens, de donner un sens à son travail, c'est aussi une question qui se pose dans les nouvelles générations de cadres, et que finalement ils se disent aussi que en ayant cette utilité sociale, ils redonnent du sens à leur travail, mais sans justement questionner la question justement se poser la question de la démocratie dans l'entreprise et de la répartition des pouvoirs au sein de l'entreprise. Voilà, merci. Merci pour toutes vos questions. Alors, pénible salariat.
Moi, j'ai quand même envie de rappeler que ce sont les employeurs qui ont contribué à avoir besoin du salariat parce qu'ils ont eu besoin de stabiliser la main-d'œuvre. Le début du salariat, c'est quand on a besoin de stabiliser la main-d'œuvre, donc de lui donner des droits, de lui donner. Et c'est aussi un moment où, souvenez-vous, milieu du 19e siècle, avant le fondement de la sécurité, c'était la petite propriété. Quand il y a l'exode rural et que tout le monde est expulsé, qu'on arrive les manufactures, les villes, etc., c'est le travail qui devient le fondement de la sécurité. Et donc, si le travail devient le fondement de la sécurité, il faut bien trouver un moyen de le stabiliser et de lui accorder des droits. Ça, c'est l'histoire du salariat. Alors que vous me disiez que au moment du taylorisme, du fordisme, le salariat, c'était pas nécessairement très joyeux, qu'aujourd'hui, la condition salariale n'est pas nécessairement agréable, j'en suis d'accord. Mais si vous voulez, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il faut qu'on fasse très attention en ce moment à ne pas accompagner ces coups de boutoir qui sont donnés au salariat sous prétexte, on nous fait miroiter quand même les charmes de l'auto-entrepreneuriat. Alors, vous avez été chef d'entreprise, créer son entreprise, avoir plusieurs clients, c'est très bien. Mais voilà, ce que je critique, moi, ce sont ces formes, un peu ces zones grises, comme on dit chez les sociologues, ces zones grises et ces nouvelles formes d'emploi qui sont ni vraiment du travail indépendant, ni vraiment du salariat, où les gens sont absolument précarisés. Et ça me semble très, très, très dangereux. Et donc, je continue à dire que moi, je préférerais... Il y avait un bel article de Danielle Linhart dans le Monde du Diplôme de ce mois-ci, 2 pages, où elle explique qu'en effet, il faut sortir du salariat. Donc, c'est une marxiste, Danielle Linhart, une sociologue du travail très... bon, je crois qu'on devrait mettre vraiment cette question. Moi, j'avais envie d'organiser un débat entre une grande juriste qui s'appelle Evelyne Serverin et qui, elle, dit qu'il faut absolument stabiliser le salariat, et Danielle Linhart, parce que, voilà, moi, je pense que le salariat a des vertus et que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à conserver cette stabilisation, cette stabilité du salariat, tous les droits auxquels il ouvre. C'est grâce au salariat qu'on a des congés, une durée du travail qui permet de pas rendre les gens malades, etc., etc. Mais qu'il faut le changer de l'intérieur, je suis d'accord. Le capitalisme régulé, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Oui, mais comment, par qui, par quoi Ah, d'accord. Ok. Est-ce que votre question, c'est est-ce qu'il faut sortir du capitalisme ou la vieille question, ou le réguler, le gouverner de l'intérieur? D'accord. Ça me permet de faire le lien avec la 4e question sur la démocratie dans l'entreprise. Ça va un peu de pair. Il me semble qu'il y a et je vous rejoins, madame, sur le côté révolutionnaire. Il me semble qu'il y a des réformes qui sont révolutionnaires. Et si on régulait au point d'instaurer en effet vraiment la démocratie dans l'entreprise, ça serait une forme de sortie du capitalisme. Je pense, j'ai une de mes collègues, alors là quelques références. En ce moment, les chercheurs travaillent beaucoup là-dessus. Par exemple, Attuel Segrestin, qui propose de créer une nouvelle forme d'entreprise fondée sur l'intérêt social. Vous savez, ce qu'on dit, c'est que depuis les années 80, c'est l'intérêt des actionnaires maintenant qui a prévalu. Et que la fameuse phrase de Milton Friedman, le seul intérêt de l'entreprise, c'est de faire du profit, eh bien, c'est avec ça que nous devons couper. C'est ça qui s'est imposé et c'est avec ça qu'on doit couper. C'est-à-dire que non, le seul intérêt de l'entreprise, c'est pas de faire du profit, parce que l'entreprise, elle a d'autres choses à faire que ça. Elle a à bien s'occuper des gens qui travaillent avec elle, elle a à bien s'occuper de ses consommateurs, bref, elle a plein d'autres choses à faire. Donc, je disais, Attuel et Segrestin. Robé, un juriste très intéressant, qui vous explique que l'entreprise n'est pas la propriété des actionnaires. On passe son temps à nous raconter que l'entreprise, c'est la propriété des actionnaires, donc c'est eux qui ont la haute main. Non, entreprise et société, c'est pas la même chose. Et puis, une de mes collègues très intéressante, Isabelle Ferreras, une philosophe belge, qui a écrit il y a quelque temps Gouverner le capitalisme, c'est ça qui m'y fait penser, la régulation du capitalisme, Gouverner le capitalisme, et qui, elle fait une proposition très ambitieuse, elle propose
une nouvelle manière de démocratiser l'entreprise avec ce qu'elle appelle le bicaméralisme. On aurait 2 chambres, une chambre du travail, une chambre du capital, et les 2 élisent le directoire. Donc le directoire est élu par ces 2 chambres-là, et donc on arrive à une entreprise qui est une véritable entité démocratique. Alors on dira que ça ressemble par exemple à ce qui se passe en Allemagne ou dans les pays nordiques. Oui, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Et vous voyez, si on arrivait à aller au bout, alors ça serait une véritable régulation interne, régulation micro, mais ce serait très intéressant. Et enfin, pour finir sur la question numéro 3, syndicalisme obligatoire. Je ne sais pas. En tout cas, il faut beaucoup plus de syndicalisme. Ça, c'est absolument évident. Quand même, les pays où ça va mieux que nous ont des pays où les taux de syndicalisme sont très, 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 très élevés. Et ça paraît absolument évident. Peut-être qu'il faut le rendre obligatoire. Est-ce que les SHS sont stérilisés, disqualifiés? Oui. L'autre jour, il y a eu des problèmes au CNRS dans nos disciplines. Et on a eu une lettre d'un des responsables du CNRS nous disant qu'il fallait maintenant rompre avec cette conception de la sociologie où chacun allait au bord de la mer pour écrire son livre, que ça c'était terminé. Hein. Donc une image pas tout à fait exacte en plus. Mais je crois que ce qu'on pourrait dire, c'est que ces disciplines de sciences sociales aujourd'hui, elles se sont hyper spécialisées. C'est hyper spécialisé. Donc avoir un discours comme ça... un peu grand public, c'est mal vu quand même globalement. C'est-à-dire c'est pas le centre du boulot. Le centre du boulot, et mes collègues qui sont ici me démentiront pas, je crois, le centre du boulot, c'est quand même de produire des travaux spécialisés qui font avancer la connaissance et d'en écrire les résultats dans des revues spécialisées qui sont lues que par vos pairs, hein, n'est-ce pas? Et donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui un gouffre entre ce que produisent des sciences sociales et le monde réel et la société. Ça, c'est très, très, très ennuyeux. Je suis d'accord qu'il faut revoir ça. Il y a un sociologue anglais, Michael Burawoy, qui dit qu'il faut faire de la sociologie publique, c'est-à-dire de la sociologie avec les gens, sur les gens, avec eux, et que ça fait partie des métiers de la sociologie. Alors, on a le temps de prendre une toute dernière question. Il y avait madame au 2e rang. Et puis après, la conversation pourra se continuer. Ah pardon, excuse-moi Joseph, c'est toi le chef. On va là, madame là qui était avec la robe. Oui, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'intermittence du spectacle, du système d'intermittence du spectacle qui, pour certains économistes, trouvait une solution au salariat en général. Et peut-être la dame devant, tu veux pas une toute petite rapidement. Oui, moi je vous remercie d'avoir cité au départ l'OMC et sa date de création, parce qu'il me semble que ça en dit beaucoup sur ce que d'aucuns ont appelé la fin de l'histoire, laquelle est une autre histoire bien sûr. Moi, ce qui me gêne par rapport aux nouvelles technologies, c'est que comment on fait solidarité dans son travail. Je veux dire que moi j'ai dans la tête le film qui accueillait l'industrialisation, je pense au temps moderne de Charlot, et on voyait le gars il tire sa manette, l'usine s'arrête, en quoi c'est Charlot, mais les liens entre les gens sont, je dirais, matériels, quoi. Et là, moi, j'ai demandé à un monsieur qui travaille à la banque, parce que chacun sait que c'est l'entreprise qui utilise le plus les techniques modernes. T'es à la banque, comment tu fais pour faire grève et arrêter le truc? Et on me dit, on peut pas, voilà. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Qu'est-ce que je pense de l'intermittence du spectacle? Et ça fait partie du salariat, hein. Les intermittents sont des salariés. Ah, étendu à tout le monde. Étendu à tout le monde. En effet, ça, c'est une idée en vogue. Ça demanderait une trop grande discussion, mais on est en train un peu de rentrer là-dedans. Mais je pense que c'est bien, en effet, de distendre
le lien entre la prestation de travail et sa rémunération. Mais il ne faut peut-être pas aller trop loin non plus. Et puis, sur ce que vous venez de dire, madame, oui, je crois que vraiment, il faut se souvenir de ces textes fondateurs, hein, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, créée en 1919, au sortir de la guerre, sur l'idée que si on veut la paix, si on ne veut pas retomber dans la guerre, il faut des conditions de travail justes et de l'égalité entre les gens. Et comme vous le disiez, je crois qu'on peut conclure là-dessus, c'est une très belle idée, des collectifs de travail, de la coopération. Très important. Ça a été renouvelé dans la déclaration de Philadelphie de 1944. Il faut relire ces textes de l'OIT, ils sont tout à fait déterminants. Merci pour toutes vos questions. Merci beaucoup.